Vous écoutez Bel RTL. 7h50, Antonio Solimando face à Gilles Van den Buur, membre de la commission attentat, député écolo. Des bourgmestres qui peuvent fermer des établissements qui abritent des activités terroristes. La levée du secret professionnel pour les travailleurs du CPS s'ils détectent des comportements radicaux chez les allocataires sociaux. Ces mesures qui seront peut-être votées cette semaine, elles vous dérangent ? Mais c'est vrai qu'on va extrêmement loin dans la lutte contre le terrorisme. Alors nous avons toujours plaidé pour une lutte contre le terrorisme ciblée, efficace, qui prenne en compte les besoins de la justice, les demandes de la justice. Là, on n'a évidemment aucun problème. Par exemple, dans le cas des CPS que vous signalez, que des CPS répondent aux demandes de la justice, répondent aux demandes des parquets, évidemment, c'est normal. Il faut même sans doute augmenter et rendre plus efficace la communication, la collaboration, pas de problème. Ici, ce qu'on demande, ce que le texte de la NVA porté et soutenu par l'EMA demande, c'est que chaque assistant social... Par une grande partie de la majorité d'ailleurs, et par certains partis d'opposition, le CDH par exemple. Tout à fait. La disposition pour nous qui nous dérange fort dans ce texte, c'est que chaque assistant social aujourd'hui va devoir dénoncer de manière proactive un comportement suspect. Lié au terrorisme. Voilà, donc dans le texte de loi, évidemment, n'est pas clair. On va demander à chaque assistant social de quelque part devenir un membre de la police antiterroriste. Ils ne sont pas formés pour ça. Et surtout, à nos yeux, on va briser le lien de confiance indispensable entre les usagers des CPS et les assistants sociaux. Et donc, oui à une bonne collaboration, oui à une collaboration avec la justice, mais on ne veut pas rentrer dans une société de flicage généralisé. On en profite quelque part, on profite du contexte. Le MRNVA profite du contexte pour faire passer des mesures qui vont pour nous beaucoup trop loin en termes de liberté individuelle. Il y avait un secret professionnel qui empêchait parfois des comportements d'être dénoncés finalement. C'est de l'ordre de la sécurité publique, ça ici. On parle de gens qui risquent de commettre des attentats et donc qui risquent de tuer des gens. Est-ce que c'est pas normal qu'à un moment donné, ce secret professionnel soit plus souple et qu'on puisse empêcher des gens d'en tuer d'autres ? Tout à fait, mais donc c'est pour ça que pour nous il est très clair qu'un CPS ne peut pas refuser des demandes par rapport à la justice, par rapport au parquet. Je dirais aujourd'hui dans la loi c'est déjà le cas. Le texte à la base souhaitait renforcer cette collaboration, on était tout à fait prêt à avancer. Après dans les discussions, la NVA, dans sa vision de société quand même tout à fait particulière par rapport à une sécurisation publique généralisée, a rajouté ce point de dénonciation active. Et donc ça pour nous effectivement ça va beaucoup trop loin parce que c'est un choix de société qui se pose ici. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où l'ensemble de nos institutions sociales sont en fait potentiellement aussi des membres de la police? Eh bien pour nous, ça ne va pas, c'est trop loin. Ce qui vous dérange, c'est que ces travailleurs sont tenus de dénoncer communiquer proactivement, d'accord. Sans clarté en fait. Mais clarté puisque c'est juste des soupçons. Oui, mais il n'y a pas d'obligation pour eux. Si, tout à fait. Si le texte passe, ils seront obligés de le faire. Oui, mais il n'y a pas de sanction pénale s'ils ne le font pas. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de sanction pénale dans le texte, mais si un fonctionnaire aujourd'hui enfreint la loi, parce que ce sera le cas, si jeudi le texte est voté en plénière, c'est quand même problématique par rapport au code de conduite, par rapport à sa hiérarchie également. Donc, je veux dire, tous les contacts qu'on a avec les gens sur le terrain, ils sont extrêmement paniqués par rapport à cette mesure qui va complètement déstructurer l'ensemble du fonctionnement de notre système social. On va beaucoup trop loin par rapport à cela. Et donc, soyons, je dirais, renforçons ce qui existe déjà en termes de collaboration CPS-justice. Ça, pour nous, c'est fondamental. Mais là, non pas trop loin, ne franchissons pas la ligne rouge, qui va être le cas avec ce texte. Vous avez vu que certains proches de victimes étaient favorables à cette proposition, à la levée du secret professionnel. Dans la Libre ce matin, il y a une famille de victimes qui se prononce pour. Vous réagissez comment? Parce que c'est les premiers concernés, eux. Tout à fait. Et donc, j'ai trouvé très intéressant leur carte blanche parce qu'ils plaident pour justement, ils se basent sur le fait que la justice, parfois, a eu c'est vrai, des difficultés dans la communication avec certains CPS. C'est une réalité. Donc, cette réalité, pour nous, elle n'est pas acceptable. Les CPS doivent effectivement collaborer avec la justice sur demande de la justice. C'est ce que demande ce membre de famille de victimes. Et donc là, je comprends tout à fait cette demande et nous sommes vraiment prêts à aller de manière constructive dans cette direction-là. De nouveau, ce qui nous pose un véritable problème de choix de société, c'est qu'on demande aux assistants sociaux de devenir eux-mêmes, de dénoncer proactivement. Ça, pour nous, ça va beaucoup trop loin. Alors, sur l'autre mesure, qu'est-ce qui vous dérange? Donc, les bourgmestres voient qu'il y a un établissement qui présente des dangers de radicalisation. Ils le ferment pour 6 mois. Quel est le problème? Et pour nous, le problème se pose en termes de proportionnalité et aussi ça reste vague. Donc le Conseil d'État a rendu un avis sur ce texte qui va être discuté en commission vendredi, où ils sont aussi extrêmement critiques.
Et donc ici, de nouveau, on demande à des bourgmestres de devenir en fait un peu des US Marshals, des shérifs. C'est un peu la vision de Bardewey, de la société. Il l'a demandé d'ailleurs l'année dernière. Il est en passe de l'obtenir avec le soutien du MR. Et de nouveau, pour nous, un bourgmestre n'est pas un shérif. C'est pas lui qui doit commencer sur base de soupçons, à fermer tel ou tel endroit. Non, il y a une justice qui existe. Et il avait déjà la possibilité de le faire. Le bourgmestre, par exemple, quand il y a des endroits où on suspecte la traite d'êtres humains, il ferme des établissements. Donc pourquoi s'y opposer dans le cadre du terrorisme ? Mais donc on ne s'y oppose pas dans le cas du terrorisme. Ici, de nouveau, c'est le texte introduit un flou et c'est extrêmement vague. Moi, quand j'en discute avec des bourgmestres, parce qu'évidemment j'en ai discuté avec des bourgmestres, ils me disent mais si cette loi passe, on va devoir quasiment systématiquement fermer dès que quelqu'un nous appelle ou il voit tel ou tel type de personne sortir d'un établissement. Et donc de nouveau, on va beaucoup trop loin alors que des choses sont à faire sur le terrain. Moi, je suis en commission d'enquête, comme vous l'avez dit. Chaque audition qu'on voit de services de police, de services de renseignement, par rapport aux personnes qui sont fichées par l'OCAM, il y a énormément de choses à faire. Il y a un manque de moyens, il y a un manque d'informations, il y a énormément de choses à faire et j'ai l'impression qu'on se concentre sur des mesures très symboliques pour se muscler sans doute électoralement par rapport, je dirais, à certains publics, alors qu'il y a énormément de choses à faire sur les personnes qu'il faut, je dirais, serrer à la ceinture. Ce sont les personnes qui sont déjà listées par l'OCAM. Gilles Van den Buur, donc vous êtes effectivement membre écolo de cette commission d'enquête sur les attentats du 22 mars. Ce matin, sur Bel RTL, des associations de victimes de ces attentats se disent oubliées. Elles vont être reçues par le Premier ministre, notamment aujourd'hui. Vous savez pourquoi elles se sentent oubliées et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, on les a entendus en commission d'enquête, effectivement, il y a quelques mois, et ça a été une audition tout à fait, je dirais, à la fois troublante, à la fois émouvante. Moi, j'étais personnellement gêné, et je pense que d'autres collègues l'étaient aussi, d'entendre leur récit, et donc elles se sentaient effectivement abandonnées, oubliées. C'est ça qui vous a gêné ? Tout à fait, de se voir que ces personnes qui vivent un moment de leur vie tout à fait dramatique, sans doute qu'elles vont avoir du mal à un jour passer outre, et donc il y a des choses fondamentales à mettre en place. Il y a des choses qui existent, mais il faut mettre des choses en place. Financièrement, il faut relever les plafonds d'aide. Aujourd'hui, les avances vont jusqu'à 30 000 euros. Nous demanderons de les remonter à 100 000 euros pour les soins médicaux, pour l'ensemble des opérations, les soins hospitaliers. On a vu les factures, c'est extrêmement lourd. Deuxième chose, il faut absolument les aider administrativement. Trop souvent, on les envoie d'un service à l'autre, d'un niveau de compétence à l'autre. On est en Belgique. Et donc aujourd'hui, nous sommes pour un véritable numéro d'appel central, le 2203, 22 mars, pour simplifier les choses. A à Z, et proactivement suivre chaque victime dans ses dossiers administratifs. Très bonne journée à vous.